Bon, bah, écoutez, donc bonjour, hein, ou rebonjour du moins pour certaines et certains. Donc bienvenue pour cette formation, cette présentation donc de la société Audacia, donc qui cote donc sur Euronext Growth, hein, le mnémonique c'est ALAUD, voilà, valeur éligible au PEA et PEA-PME, qui a été introduite en bourse en 2021. Hein. Voilà, donc ce webinaire sera présenté par Charles Becbéder, que vous voyez tout en bas, normalement, voilà, donc qui est PDG de l'entreprise. Hein. Et au-dessus, il y a deux Olivier. Il y a Olivier de Panafieux, directeur général, et Olivier Tonneau, qui est cofondateur de Cantonation. D'ailleurs, je pense que Olivier, numéro 2, aura l'occasion de nous présenter ce qu'est d'ailleurs Cantonation. Voilà, donc parmi tous les produits, bien sûr, que propose Audacia, hein, qui a 3 métiers principaux, hein, donc le capital development, le venture deep tech et le co-living, je pense, si j'ai bien révisé mes cours, mais vous êtes plus à même que moi de préciser et de vos métiers, vos différents produits et pourquoi aussi du coup ce webinaire. Donc est-ce que vous pouvez, Charles, bonjour, nous faire déjà tout historique un petit peu de la société et puis après, pourquoi ce webinaire, quel est un petit peu l'objet de ce webinaire et sur quoi vous voulez bien sûr peut-être développer davantage. Voilà, bienvenue et je vous laisse la parole. Merci Christian, bonjour à tous. Écoutez, oui, je suis très heureux de cette invitation avec mes amis et mes camarades directeurs généraux et fund managers des différentes thématiques d'Audacia. Donc, oui, c'était intéressant parce que Audacia donc, est une entreprise de private equity qui existe depuis longtemps maintenant, mais on a commencé par le capital développement et depuis pas mal d'années, on est maintenant devenu et reconnu des experts dans le domaine du venture deep tech, en français, donc capital risque pour les sciences de l'ingénieur, disons. Et je pense que c'est intéressant parce que la semaine dernière, j'étais à Bruxelles à la Space Conference. Ça a lieu tous les ans avec l'Agence spatiale européenne et toutes les huiles du secteur. Il y avait Thierry Breton, d'ailleurs, qui a fait un super discours assez dynamique. Et donc, on a pu annoncer lors de cette conférence un partenariat avec le Fonds européen d'investissement. Vous savez, le Fonds européen d'investissement, c'est une filiale de la Banque européenne d'investissement. Oui. Et ils ont décidé de nous sélectionner, un de nos fonds dont on va parler, qui est le fonds Expansion, que nous gérons, qui est un fonds dédié, un fonds de capital risque dédié à l'exploration spatiale, donc au New Space. Et ils ont décidé d'investir 60 millions dans le fonds. C'est la première fois qu'ils font ça dans leur histoire, et donc on n'était pas peu fiers. C'était pas un événement complètement anodin pour nous la semaine dernière. Donc, je voulais commencer d'abord par cette bonne nouvelle pour les gens qui s'intéressent à Audacia. Donc, aujourd'hui, on est dans une période très particulière, je pense, de notre histoire technologique européenne. Il y a une seconde révolution qui est en train d'arriver. Et au-delà de la low-tech, du digital qui est un peu la low-tech, on a en dessous, d'abord, il y a l'intelligence artificielle. Oui. C'est une énorme révolution. Et bien sûr, là aussi, on retrouve beaucoup de leaders américains. Mais il y a en Europe aussi des entreprises très dynamiques comme Mistral, comme Lighton d'ailleurs, qui est une des participations de Cantonation. Olivier Tonneau en reparlera tout à l'heure. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle la deep tech. C'est-à-dire que face à justement ces deux grands défis, je parlais de la sécurité et de la souveraineté et de la transition énergétique, du changement climatique, il faut inventer de nouvelles solutions. Je ne dis pas que la technologie sauvera le monde. Et dans le cadre de cette nécessité d'inventer de nouvelles solutions technologiques, donc l'Europe se positionne assez bien parce que l'Europe est toujours numéro 1 dans plein de domaines scientifiques. Au niveau académique, on a une vraie excellence et je regarde souvent le classement de Shanghai, on voit qu'on est toujours au numéro 1 dans tous ces domaines. Alors, je prends l'Europe au sens large, hein. J'inclus la Suisse, la Norvège et bien sûr le Royaume-Uni parce que Oxford et Cambridge, c'est important. Et donc, on a aussi toujours une très forte densité en champions industriels. C'est-à-dire que, bien sûr, si on prend le Fortune 500, le classement des Fortune 500, l'Europe, si j'ajoute tous les grands leaders mondiaux, allemands, français, hollandais, etc., eh bien, on est juste derrière les Américains, mais on est loin devant les Japonais et les Chinois. Il faut arrêter aussi de s'auto-flageller. On a ça. Ça, c'est une force. On a un autre atout, c'est qu'on a maintenant un phénomène de société, c'est que les gens comprennent qu'ils peuvent être entrepreneurs. On peut créer sa boîte. C'est plus quelque chose qui est réservé à une élite.
Et ça, ça a bien percolé en Europe. Et il y a une énergie entrepreneuriale qui est là. Et notamment chez les jeunes, je le vois tout le temps. Oui, chez les jeunes, il y en a beaucoup qui, justement, ouais, parce que il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, qui créent leur boîte, tout simplement, parce que quand ils arrivent sur le marché du travail, les salaires sont pas très, très élevés, on va dire, du moins au départ, et il y a beaucoup qui tentent l'aventure et essaient, c'est vrai, de créer leur société. Alors, c'est vrai, Christian, vous avez raison, certains, c'est dans un mouvement un peu défensif, mais il y en a beaucoup, c'est aussi pour aller de l'avant et pour créer des leaders, pour essayer de comme ça se fait depuis longtemps aux États-Unis. Bon, ben ça maintenant, ça existe en Europe. Et puis, il y a un capital risque aussi, et c'est tout l'objet de ce qu'on va vous raconter, parce que c'est notre métier, et qui est encore à fortifier. C'est vrai, parce que on est moins avancé que dans la Silicon Valley. Eux, ça fait 60 ans qu'ils font ça. Vous savez d'ailleurs que c'est un Français, le lieutenant-colonel Georges Doriot, qui est prof à Harvard dans les années 50 et qui a quasiment en fait inventé le concept du capital risque aux États-Unis. C'est un comble, mais malheureusement, chez nous, c'est moins développé, mais on se rattrape vite, et c'est bien tout ce qu'on fait ici chez Audacia. Et donc, je propose maintenant de passer la parole à Olivier de Panafieux, justement maintenant pour rentrer dans le concret après ce point de vue de l'hélicoptère que je vous ai donné, de passer un peu ce qu'on fait nous. Voilà, alors juste avant de passer la parole à Olivier, donc en fait, vous, votre métier, c'est d'accompagner ces jeunes, c'est ça? C'est d'accompagner des jeunes, parfois des moins jeunes, hein, vous savez, il y a des anciens. Oui, bien sûr, on peut créer à tout âge. Hein. Mais bon, c'est ça, c'est de prendre un petit peu, c'est d'accompagner ces entrepreneurs, qu'ils soient français ou européens d'ailleurs. Absolument, et donc nos fonds sont européens, voire mondiaux. Dans le quantique, on va avoir une vocation mondiale, mais les autres fonds sont très concentrés sur l'Union européenne, sur l'Europe. Alors, face à ce qui est à la fois un moment et une opportunité, ce que Audacia, c'est qu'elle monte des fonds d'investissement thématiques. Les fonds d'investissement qu'elle adresse la Deep Tech, aujourd'hui, il y a 4 verticales sectorielles qui adressent des éléments au sein de la Deep Tech qui sont particulièrement marquants et sur lesquels il y a des discussions fortes, au sein desquelles jouer, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent des sociétés et qui ont besoin de capitaux et de capital intelligent, de capital qui comprennent ce qu'ils font. Les 4 verticales sont exposées sur l'écran. La première est dédiée aux technologies quantiques et plus précisément à l'informatique quantique, aux capteurs quantiques, aux communications quantiques. C'est un fonds qui marche très bien, dans lequel nous avons investi, ensuite de quoi nous avons convaincu des investisseurs de venir se joindre au fonds et nous gérons ce fonds aujourd'hui. Il est composé de 25 sociétés, participation, des startups, 100 millions d'euros et certaines sociétés stars parmi ces 25 qui sont dans le portefeuille sont Pascal, Candela, Qubit Pharma, Cryptonext, dont vous entendez parfois parler. C'est justement ce fonds que gère Olivier, dont on parlera dans un instant. Et aujourd'hui, comme ce fonds marche tellement bien, il y en a un deuxième de 200 millions d'euros qui est en cours de levée et avec déjà des investissements comme PioneerQ ou Resolve Stroke dans des boîtes absolument extraordinaires. C'est une révolution. Olivier, est-ce que je peux vous coder 2 secondes? Est-ce que vous pouvez expliquer juste aux internautes ce que c'est qu'un fonds quantique, ce mot quantique par rapport, voilà, parce qu'on emploie, c'est vrai, des mots, mais est-ce que pour que tout le monde comprenne bien, voilà, qu'est-ce que le quantique du coup? Alors, c'est un saut, Olivier, je vais vous l'expliquer, c'est un saut de puissance extraordinaire. En fait, c'est la manipulation des particules élémentaires, donc ce sont les atomes, les électrons ou les photons. On va l'utiliser pour faire du calcul, crypter des communications ou alors faire des capteurs qui sont effectivement, comme le disait Olivier, beaucoup plus puissants, qui peuvent calculer beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est une science qu'on connaît depuis plus d'1 siècle, mais qu'on arrive aujourd'hui à manipuler grâce aux progrès technologiques, notamment dans tout ce qui est laser, instrumentation scientifique, etc. Et donc, on est capable aujourd'hui de jouer avec des atomes individuels pour leur faire des calculs et leur faire jouer le rôle qu'a joué le transistor dans la précédente révolution technologique digitale. Ok. Parce qu'on a entendu parler d'ordinateurs quantiques. Est-ce que c'est un peu dans le même esprit? Alors, c'est exactement ça. Après, il peut y avoir plusieurs technologies derrière ça. Alors, on connaît, nous, on investit dans Pascal et Candela. Donc, Pascal, c'est un ordinateur quantique qui fonctionne à partir d'atomes. C'est les atomes qui permettent de réaliser les calculs. Et Candela, à partir de photons. Donc, il y a des choix technologiques qui peuvent être différents, mais qui vont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Mais oui, c'est bien évidemment ça. Et on a été dans une première phase, on y reviendra un peu plus tard, où on a vraiment commencé à construire ces machines. On arrive maintenant à avoir des machines qui sont suffisamment puissantes. Là, on va rentrer dans les années qui viennent dans une phase
où on va les mettre en application dans des vrais cas d'usage industriel avec des clients. D'accord. Les clients ne sont pas, c'est pas le grand public, mais ce sont des grands groupes internationaux, grands groupes industriels qui commencent à utiliser ces machines pour faire de la simulation, de l'optimisation et résoudre des problèmes qu'ils ne savent pas résoudre aujourd'hui avec les ordinateurs classiques. D'accord. Voilà, les ordinateurs sont tellement puissants qu'ils peuvent aussi faire de la simulation moléculaire, comme c'est le cas de Qubit Pharma, ou encore faire du chiffrement extrêmement difficile à décrypter, voilà, qui permet d'avoir des communications totalement sécurisées. Et c'est là que le Fonds européen d'investissement, comme je le disais en préambule, a décidé d'investir. Voilà. Donc, même si les Américains sont très forts, les Européens le sont aussi, et de toute façon, ils ont nécessité de maintenir leur position dans la course. Notre troisième verticale, très on va dire pointue elle aussi, a trait à la décarbonation et en particulier aux technologies de rupture qui vont permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ces technologies ont trait notamment au renouveau nucléaire et au stockage d'électricité ainsi qu'à l'émergence de l'énergie issue de l'hydrogène. Donc des choses dont on entend beaucoup parler dans la presse, mais qui sont en vérité encore aujourd'hui naissantes, mais en très très forte croissance, très connues des spécialistes. Et on vous propose de vous emmener dans ce monde-là dans quelques minutes. Et enfin, la dernière, elle est liée aux technologies disruptives de la santé. Et là, la particularité, c'est que nous avons signé un partenariat un peu à l'américaine, en fait, avec une université. Ça se très bien. En fait. Ils ont toujours des universités avec beaucoup plus d'argent que chez nous et puis avec beaucoup de startups qui rôdent autour et qui se développent. C'est fantastique. Les laboratoires autour de l'université américaine, c'est fantastique. Sachez que les Français désormais font de même et que la Sorbonne, qui est en fait, et ça mérite d'être connu, parmi les plus grands laboratoires, regroupements de laboratoires en Europe, nous a choisi pour monter un fonds qui financera des startups issues donc, de ses propres laboratoires autour essentiellement de la santé et d'autres choses. Voilà donc les 4 verticales que nous adressons. Et donc, je propose de passer la parole à Olivier sur la première. Alors, il y a un tout petit écho. Hein. Il y a un tout petit écho. Je ne sais pas si on peut le régler ou pas. Ah, c'est bizarre. Ok, alors peut-être que ça ira mieux si on... Ouais, si voilà. Donc, on avait un précédent webinaire aux côtés de Charles évoqué cette thématique sur le quantique. Sur la gauche, vous avez les plus grands groupes mondiaux, des gens comme Airbus, des grandes banques, Goldman Sachs, JP Morgan, Crédit Agricole en France, qui ont maintenant des équipes en interne qui commencent à travailler sur le sujet. Il y a au Crédit Agricole une quinzaine de personnes qui étudient comment les ordinateurs quantiques pourront améliorer les optimisations qui sont réalisées sur des portefeuilles financiers, par exemple, améliorer les de risque. Donc ça fait partie des applications qu'aujourd'hui, on peut commencer à traiter avec des ordinateurs quantiques. Voilà. Et puis après, derrière ça, on a à la fois des grands groupes, alors évidemment, les Amazon, IBM font partie de la course, mais aussi tout un tas de startups, dont une grande partie ou une bonne partie de notre portefeuille, puisqu'on a investi déjà dans 25 sociétés avec le premier fonds Cantonation 1. Et puis derrière tout ça, on peut ajouter qu'il y a aussi une industrie qui se développe, qui est toutes les industries de l'électronique, des composants qui permettent, de la chaîne d'approvisionnement, qui permettent de faire naître ces ordinateurs. Et donc tout ça pour illustrer finalement l'effervescence et le bouillonnement dans lequel on se trouve dans le monde entier. Alors, ici, une slide pour illustrer un peu justement le moment auquel on se trouve dans cette industrie. Donc là, on se trouve en fait en bas à gauche. C'est-à-dire pour simplifier, on mesure la puissance d'un ordinateur quantique. Alors on parle de bits en informatique classique et de qubits en informatique quantique. Bon, il y a quelques années, Google avait fait la démonstration qu'on était capable de faire certains calculs mieux avec un ordinateur quantique qu'avec un ordinateur classique. Ça, c'était en 2019. C'est ce qu'on appelle la démonstration de l'avantage quantique. Et ils l'ont fait avec un ordinateur qui avait 53 qubits. Bon, aujourd'hui, on est quelques années après. On est en train de passer dans une deuxième phase où on commence à avoir des sociétés. Alors, IBM a 433 qubits. Nous, on a une société Pascal qui travaille sur un ordinateur à plus de 1000 qubits dès cette année. Et c'est intéressant parce que quand on passe la frontière des 500 à 1000 qubits, on passe d'un avantage théorique démontré par Google à un avantage sur des problèmes complexes qu'on peut retrouver dans l'industrie pour tous les jours. Alors ça peut être de la modélisation en finance, ça peut être simuler des nouveaux médicaments pour un groupe pharmaceutique, ça peut être simuler des molécules en chimie ou pour des matériaux. Et donc là, on entre dans cette phase, vous voyez, 2024-2025, où il y a un véritable marché industriel qui s'ouvre.
avec des applications dans tout un tas de secteurs, logistique, finance, pharmacie, etc. Et l'étape d'après, ce sera, on continue de progresser, donc on aura à la fois de plus en plus de qubits dans les machines, donc de plus en plus de ressources de calcul, et puis des qubits qui seront de meilleure qualité. Souvenez-vous, l'informatique au début des années 80, il y avait beaucoup d'erreurs, les ordinateurs tombaient en panne. On est un peu dans cette phase-là avec les ordinateurs quantiques, mais dans le futur, on arrivera à avoir des niveaux de fiabilité qu'on a aujourd'hui sur les ordinateurs classiques ou sur les super ordinateurs. Voilà, ça permettra de faire pas mal de choses, notamment toutes les applications en aéronautique, des calculs extrêmement complexes, des simulations, etc. L'augmentation de la taille de calcul aussi permettra, on parle souvent de toute l'énergie que consomme l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup en ce moment pour dérouler ces programmes, ces gros modèles de langage, etc. On peut aussi imaginer que l'informatique quantique pourra aider à apporter des solutions pour consommer moins d'énergie sur ce sujet-là. Oui, parce que c'est justement, je voulais vous poser la question, ça vient un petit peu en face à face, ou du moins en concurrence de l'intelligence artificielle que tout le monde est plus ou moins en train de développer, non, actuellement, comme Meta et d'autres. C'est pas tellement en concurrence. En l'occurrence, on peut imaginer que la puissance de calcul des ordinateurs viendra au service de l'intelligence artificielle et que meilleures seront les machines quantiques, plus on pourra faire des choses performantes en intelligence artificielle. Et il y a aussi, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on commence dans l'industrie quantique à utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des meilleurs programmes, pour avoir des algorithmes plus performants, pour mieux designer les puces qu'on va utiliser dans les ordinateurs, etc. Donc c'est vraiment deux domaines qui évoluent en parallèle, mais qui vont se soutenir l'un l'autre. D'accord. Et puis on est dans Lighton, qui est une des pépites de la générative AI, qui est logée dans le fonds Cantonation 1. Voilà, donc pour toucher un peu du doigt des exemples de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un ordinateur quantique. Donc là, on a repris des exemples de sociétés dans lesquelles nous avons investi avec Cantonation 1. Donc dans le domaine de la santé, nous avons deux sociétés, Pascal, qui développe un ordinateur à base d'atomes, et Qubit Pharmaceutical, qui fait de la simulation de molécules. Et qui, en fait, mène un projet ensemble de façon à prédire le comportement des solvants dans les médicaments. Et ça permet d'améliorer l'efficacité des médicaments. En parallèle de ça, Qubit Pharmaceutical travaille sur le développement de nouvelles molécules. C'est-à-dire cette capacité de calcul qu'on a permet de simuler tout un tas de combinaisons de molécules, d'atomes, de protéines, etc., pour inventer des médicaments qu'on ne serait pas capable aujourd'hui ou qui prendraient des années à simuler si on devait les faire en labo par réaction. Donc là, c'est vraiment de la simulation informatique de nouveaux médicaments de façon à accélérer le temps de développement de ces médicaments. Voilà, deuxième exemple, une société dans laquelle on vient d'investir, qui développe des matériaux quantiques. Et un des premiers cas d'application de cette société, c'est vraiment de travailler sur alors ce sont des petites batteries qu'on retrouvera dans des petits objets connectés ou sur des puces, mais ce sont des batteries qui ont l'avantage de ne pas utiliser de lithium et de ne pas être des batteries. Donc ça veut dire qu'en termes de sécurité, en termes de chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire on ne va pas dépendre des pays qui produisent du lithium pour fabriquer ces batteries-là, il y a tout un tas d'avantages. Et donc ça, c'est un bon exemple de comment utiliser les comportements quantiques de la matière, des matériaux, pour arriver à avoir des utilisations comme le stockage d'énergie, qui est une des utilisations les plus importantes dans les années qui viennent. Autre exemple d'application, c'est dont Charles en parlait, dans tout ce qui est sécurité, sécurisation des réseaux télécoms. On a plusieurs solutions qui, grâce à la physique quantique, permettent de sécuriser les communications et d'éviter qu'on puisse se faire hacker lorsqu'on transmet des informations. Ça, en fait, ça repose sur une des propriétés de la matière qu'on appelle l'intrication, et donc c'est le fait que deux atomes peuvent être jumeaux et se comporter de la même façon, même à des dizaines ou des centaines de kilomètres de distance. Et donc, on est en train de fabriquer vraiment ces machines qui envoient des photons jumeaux, des photons intriqués dans les fibres pour arriver à sécuriser les communications. Alors, justement, je reviens là-dessus. Est-ce que du coup, des sociétés comme OVH Cloud, donc qui sont vraiment on va dire, les champions européens au niveau de la protection des données, le hacking, c'est quoi? Vous investissez chez eux? Enfin, ils peuvent utiliser vos
Comment ça se passe en fait? Ou alors c'est simplement vous financez des startups, mais est-ce que vous allez aussi dans des grands groupes? Comment vous faites? Alors, on n'investit que dans des startups. En revanche, ces startups elles-mêmes peuvent avoir des collaborations avec des groupes tels que OVH. C'est le cas notamment, on peut citer la société Candela, donc qui fabrique des ordinateurs à base de photons, qui a vendu une machine à OVH. Et OVH rend cette machine disponible sur le cloud pour des utilisateurs. Ensuite, en termes de sécurité, on a des sociétés dans le portefeuille, par exemple Cryptonex Security, qui fait de l'encryption post-quantique. Donc, c'est des algorithmes de protection qui permettent de se sécuriser face à une future menace d'un ordinateur quantique. Et eux, par exemple, travaillent avec Thales, donc avec des grands pour diffuser leurs solutions de sécurité, leurs algorithmes de sécurité via les machines de Thales, par exemple. D'accord. Ok. Voilà, je prends le dernier exemple et puis après je laisserai la parole à mes camarades. Un autre exemple qui est notamment sur toutes les applications sur le climat. On a cette société dans laquelle on investit, alors qui elle est basée aux États-Unis, qui utilise des propriétés quantiques de la matière. En fait, elle développe des matériaux qui sont à l'intersection entre l'interaction entre la lumière et la matière. L'idée, c'est que cette société Sensorium va développer des matériaux intelligents qui vont capter la lumière du soleil dans une certaine longueur d'onde et la réémettre dans une autre longueur d'onde. Et la différence d'émission entre les deux permet de générer de la fraîcheur, du froid. Et donc, c'est une façon qui, sans consommer tellement d'énergie, permet soit de fabriquer, enfin de faire du refroidissement, donc dans des climats à température élevée, c'est intéressant. Et la première application même de cette technologie-là, elle va être mise en place à Abu Dhabi et ce sera en fait pour collecter de l'eau dans l'air. C'est-à-dire on est dans le désert, mais on utilise ces matériaux pour pouvoir faire de la collecte de l'humidité dans l'air et donc avoir accès à de l'eau potable où qu'on se trouve dans le désert. Okay. Alors, j'ai une petite question d'Alexandre là, qui me dit le marché ne semble pas avoir fait le lien entre le développement de l'intelligence artificielle et ses immenses besoins de calcul et les fabricants d'ordinateurs quantiques, à l'inverse des fabricants de semi-conducteurs. Pourquoi? Alors, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que les machines, on commence à avoir les premières machines à 500 ou 1000 qubits. Pour pouvoir les utiliser dans un environnement industriel qui permet de soutenir des modèles de langage type ChatGPT ou autre, il faudra des machines qui sont encore plus puissantes, il faudra des machines qui sont plus robustes et il en faudra beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore, on est dans la phase où on peut faire la démonstration que ce sera utile, on n'est pas encore dans la phase où on peut en avoir une utilisation quotidienne. Si je reviens sur le thème que vous avez abordé sur le climat, en fait, ça permet d'avoir on va dire des t-shirts peut-être un jour, des trucs intelligents, c'est ça, qui permettent de réguler un petit peu l'application directe sur les matériaux quantiques. Et donc, c'est utiliser les propriétés de la matière pour générer un certain nombre d'effets qui sont bénéfiques et qui peuvent aider dans la vie quotidienne. D'accord. Donc, on pourra aller au ski en t-shirt, on aura chaud. Voilà. Alors, je reprends la parole pour vous parler de notre deuxième verticale rapidement. Oui. L'heure tourne. Donc, c'est le spatial et les nouvelles mobilités aériennes. Donc, c'est ce fonds expansion dans lequel le Fonds européen d'investissement a décidé d'investir. Et expansion, en fait, se positionne essentiellement sur le New Space. Et c'est quoi le New Space? Bon, autrefois, on fabriquait des satellites à 2 milliards de dollars et on les envoyait en position géostationnaire à 36 km au-dessus de la tête et ça diffusait les programmes télé. Bon, le monde a complètement changé. Il y en a qui ne regardent plus la télé en plus, mais si vous voulez, c'est que le satellite, il coûte un demi-million de dollars. Donc, en fait, il y a un facteur 4000 de productivité qui est intervenu. Et donc, on va avoir plutôt des constellations de satellites en orbite basse, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, donc à 1000 km d'altitude. On va en fabriquer, on va en envoyer une centaine pour observer, mieux connecter et mieux se géolocaliser. Et il y a énormément de cas d'usage qui se développent. Bon, d'abord, pour en effet monitorer le climat, le GIEC serait aveugle sans les satellites. Donc là, c'est en permanence qu'on peut mesurer les émissions de CO2, de méthane et les efforts ou pas que font les industriels pour ne pas trop polluer et lutter contre le changement climatique. C'est aussi bien la connectivité des hommes ou des objets,
parce qu'il y a des zones où on est mal connecté avec les réseaux terrestres. Et là, on peut optimiser en permanence les réseaux satellitaires et les réseaux terrestres. Et puis, c'est aussi mieux se géolocaliser quand on commande un taxi, un Uber. On est bien content de l'avoir au mètre près. Bon, enfin, il y a plein d'usages et maintenant, c'est partout. Si vous voulez, notre vie moderne, elle est fondée sur l'Internet et le spatial, en réalité. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que le nombre de satellites, il y a 4 ans, il y avait 800 satellites autour de la Terre. Aujourd'hui, il y en a 8000. À la fin de la décennie, il y en aura 800 000. Donc, ça change tout. Il faut les fabriquer, il faut les lancer, il faut éviter qu'ils se percutent les uns les autres, qu'ils entrent en collision. Il faut downloader leurs données pour que des opérateurs qui imaginent des nouvelles solutions de cas d'usage puissent proposer leurs services. Il y a 1000 choses à faire. Et donc, tout ça, à un moment, la façon dont l'industrie spatiale était organisée jusqu'à aujourd'hui, c'était quand même des grands groupes industriels qui travaillaient beaucoup avec les défenses nationales, étatiques, et avec des marges parfois un peu confortables, il faut le reconnaître, et qui avaient le temps. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Donc, voici venu le temps de l'entrepreneur. Et donc, nous, on a vu ça. J'ai rencontré personnellement 250 entrepreneurs en Europe sur ce sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce fonds expansion, dont je suis un des gérants. Et avec des amis suédois, entrepreneurs suédois et experts suédois, on a créé ce fonds qui est basé à Paris et à Stockholm, et donc qui est en train de devenir le premier fonds pan-européen de capital risque dédié au spatial. C'est lui qui s'appelait Géodésique, c'est ça, ou c'est autre chose? Oui, Géodésique, c'était le fonds de préfiguration du grand fonds qui s'appelle Expansion. Et Géodésique continue à exister et ils sont en train ils vont vendre au first closing, ils vont céder leur ligne at cost au grand fonds et devenir un feeder du grand fonds. D'accord. Alors, c'est la même chose. Okay. Alors, juste une petite question, parce que comme vous avez rencontré 250 entrepreneurs ou tout ça, enfin pour chaque thème, hein, que ce soit sur le quantique, que ce soit l'espace ou les autres métiers que vous faites, comment vous arrivez à sélectionner justement les entreprises dans lesquelles vous allez aider en fait, voilà, parce qu'il y en a tout un paquet, donc comment vous faites? Parce que vous ne pouvez pas toutes les aider. D'abord, très bonne question. D'abord, on a quasiment un monopole, parce que comme on fait des fonds très spécialisés avec des thématiques verticales, on a tout le deal flow. Donc, dans le quantique, dans le spatial, dans l'énergie, on a tous les gens qui ont des projets entrepreneuriaux dans ces secteurs, ils viennent nous voir. Donc, déjà, ça permet d'être hyper sélectif. Alors, comment on fait la sélection? Comme on est sur de la haute technologie, de la deep tech, c'est risqué. Et donc, il y a un risque. Pour baisser ce risque, donc, il faut sélectionner, et notamment, il est important que ces startups soient des startups qui visent des marchés importants. Donc, en centaines de millions, en milliards d'euros. Parce qu'on ne va pas se développer sur des micro-niches. Ensuite, bien sûr, on va valider la technologie, ça c'est la base. Et puis, et là, on a toute une série d'experts qui nous aident dans les due diligence et puis nous-mêmes, à force de se développer dans ce secteur, à force de faire des deals, on peut aussi utiliser d'ailleurs les dirigeants des entreprises dans lesquelles on a déjà investi pour nous aider à y voir clair et assesser, vérifier que la technologie est la bonne. Bon, c'est pas qu'il y a les entrepreneurs qui nous contactent sont des touristes, mais c'est juste qu'il faut juste s'assurer que c'est pas trop tôt, parce que le timing est clé. Et puis bien sûr l'équipe. Donc ça c'est tout notre job de 30 ans d'investissement, qui est d'évaluer la qualité, l'alchimie des fondateurs entre eux pour être sûr qu'ils vont être capables de travailler une dizaine d'années ou plus ensemble pour faire de cette start-up dans laquelle on investit, parce qu'on investit au tout début, et puis on va les accompagner tout du long, mais ces start-up peuvent devenir des leaders technologiques mondiaux d'origine européenne. C'est tout le pari, tout le défi que nous souhaitons adresser chez Audacia. Ce qu'on peut ajouter aussi peut-être, c'est qu'on n'investit pas en une seule fois, c'est-à-dire qu'en général, on rentre au tout début de la société avec un ticket de taille raisonnable, et si la société continue de bien se développer, on va l'accompagner à plusieurs étapes. Donc, c'est aussi ça la façon de maintenir et de mesurer le risque, c'est que finalement, c'est un investissement qu'on va construire sur plusieurs années aux côtés des fondateurs de la société. Donc, je suppose que vous avez peut-être une équipe d'analystes ou quelque chose qui va analyser, peut-être spécialiser secteur par secteur. Sur chaque exactement, c'est ça, Christian. Sur chaque verticale, on a les fund managers. C'est à la fois des gens qui sont des entrepreneurs
des deal makers aguerris du private equity, du venture et des experts. Chez Cantonation, ils ont on a 3 docteurs en physique quantique. Donc, chez Expansion, on a plusieurs experts qui ont passé des décennies chez Airbus, Safran, etc. D'accord. Et peut-être je laisse un peu de temps à Olivier pour parler d'Olivier de Canafio. J'ai juste une petite question encore. J'ai une petite question. Parmi toutes ces entreprises, peut-être qu'une fois, il vous est arrivé de vous planter, comme on dit. Et donc, vous avez peut-être financé le début, enfin, je sais pas, vous avez fait confiance ou malgré. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, en fait, c'est le modèle même du capital risque. C'est-à-dire qu'un fonds de capital risque investit sur 25 à 40 sociétés en moyenne. C'est pas 2, c'est 25 à 40. Et il doit y avoir là-dedans deux caractéristiques clés. La première, c'est que on sait qu'il y a un risque important. Et donc, en contrepartie de ça, il doit y avoir quelques pépites qui sont des succès absolus, qui rapportent les champions. 10 fois la mise, vous voyez, 10 fois la mise, ou plus que ça encore. Un certain nombre de sociétés qui marchent bien, qui nous rapportent 2 à 5 fois la mise. Et en effet, vous avez tout à fait raison, quelques-unes qui malheureusement finissent par disparaître. Et cette statistique, il s'agit de l'optimiser au mieux. Et pour ça, nous, on fait les fonds à étage. Et le fonds à étage, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, ça consiste à faire un fonds dont une première partie consiste à tester la température de l'eau sur 25 sociétés, par exemple, pour vérifier, pour prendre position, être là, être en position de potentiellement accroître notre situation si on s'aperçoit que la société est belle ou au contraire l'abandonner si on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Et c'est ensuite au 2e, 3e, voire 4e étage, on va remettre plus d'argent et là sur les sociétés plus agréables, plus développées. Donc en fait, pour réussir, il faut avoir une équipe spécialisée pour pouvoir savoir de quoi on parle et comprendre ce qui se passe dans les sociétés quand elles sont au tout début de leur vie et quand il faut soupçonner, imaginer ce qu'elles deviendront alors même qu'elles ne sont que naissantes, d'accord, qu'elles sont ce qu'on appelle des startups. Et deuxièmement, il faut avoir un fonds à étage qui nous permet de revenir. Et c'est ça en fait l'alchimie, le secret que sans doute les anglo-saxons ont découvert avant nous, mais que désormais on exploite très bien maintenant en Europe continentale. Okay. Donc pour résumer, au début vous mettez genre un petit peu d'argent dans ces entreprises. C'est un peu comme une option d'achat, c'est un call que vous exercez plus tard dans une deuxième tranche ou pas. Sinon, vous laissez tomber, et etc. Il y a plusieurs niveaux, c'est ça? Oui, on pourrait dire ça, Christian, c'est une approche un peu optionnelle, un peu financière, mais c'est un peu… Oui, voilà, moi je suis financier pur et dur, donc c'est genre un petit call au début, puis après vous exercez votre option d'achat, et puis et donc du coup vous mettez un peu plus d'argent dans les entreprises. Et celles dans lesquelles on a investi au tout début, dans lesquelles on va pas réinvestir, on les abandonne pas pour autant. On essaye de trouver des solutions d'adossement ou de consolidation avec les autres boîtes du portefeuille. D'accord. Alors, peut-être un mot sur l'énergie rapidement. Un mot sur l'énergie très rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que le monde de l'énergie va se transformer assez profondément. Aujourd'hui, ce qu'on observe, vous l'avez là sur cette page, c'est un monde essentiellement fait avec des vecteurs énergétiques carbonés. Vous voyez, charbon, pétrole, gaz, qui représentent 80% en fait de la consommation, de la production, pardon. Et ce dont on parle énormément, tel que par exemple l'éolien ou le solaire, qui est en bas à gauche de la page, les énergies intermittentes peu carbonées, mais sachez que c'est respectivement 1% et 1% au niveau mondial. En fait, c'est très très peu. Alors, la situation actuelle, elle a quelques avantages, notamment elle est bon marché, elle est pratique. C'est pas pour rien que le pétrole est si développé, c'est parce que d'une part, il est bon marché, par ailleurs, il est déplaçable. C'est tout de même un avantage qui est non négligeable. Toutefois, on en connaît la limite de dépendance, évidemment, et de constitution d'un excès de CO2. Et c'est la raison pour laquelle on s'oriente vers un autre monde qui est ici. Et cet autre monde, il est radicalement transformé. Vous voyez que charbon, pétrole et gaz ont fortement diminué. Vous voyez que d'autres sources en bas à gauche de la page apparaissent comme beaucoup plus importantes. Des énergies peu carbonées, qu'elles soient pilotables, telles que le nucléaire qui connaît un renouveau, telles que la géothermie qui se développe très fortement, le nucléaire de 4e génération qui existe à peine et qui va exister, tels que l'éolien ou le solaire, qui sont déjà, on va dire, existants, mais qui vont se déployer. Et puis, il y a des choses nouvelles, comme par exemple le stockage énergie qui va être rendu nécessaire dans des proportions très importantes, puisque l'éolien et le solaire ont quand même un inconvénient, c'est qu'ils sont intermittents, et donc il est bon de le stocker pour l'utiliser ensuite, premier point. Deuxième point, il y aura beaucoup plus d'électricité, donc il faudra avoir des réseaux. C'est la raison pour laquelle le signe électrique que vous voyez est plus important. Ces réseaux seront nécessaires pour remplacer une partie aujourd'hui de l'énergie, notamment dans le transport. Et puis enfin, vous avez potentiellement deux nouvelles sources, que sont l'hydrogène naturel, qui peut être le pétrole, et puis la fusion nucléaire, qui est, elle, la simulation du soleil. Donc, ce sont en fait des énergies fantastiques. Et tout ça, c'est très nouveau. Et c'est là-dedans qu'on investit. Il va y avoir donc des énergies qui vont connaître des croissances considérables, et c'est là-dessus qu'on investit. Et c'est là-dessus qu'on investit. C'est ce qu'on voit sur cette page.
Ces énergies vont devoir être opérationnelles en 2050. C'est nécessaire. Pour qu'elles le soient et qu'elles soient déployées, il faut que le développement industriel se passe dans les années 2030. Et pour que ce développement se passe, il faut que le développement technologique se passe dans les années 2020. Et donc, c'est pour ça qu'on investit tout de suite, maintenant, dans les années 2020, avec 25 ans d'avance, certes, mais c'est parce que ce sont des cycles très, très longs. Et sur tout ce dont je viens de parler, l'hydrogène vert, l'hydrogène décarboné mais compétitif, le nucléaire de 4e génération, la fusion nucléaire, tout cela va nécessiter 10 ans de développement technologique, 10 ans d'industrie et puis 10 ans de déploiement sur le territoire. Et donc, nous sommes, un fonds de capital risque. Nous sommes là pour investir tout de suite sur ce qui nous semble absolument certain comme étant des énergies de demain. C'est pour ça que, enfin, vous êtes, il me semble, entré dans le capital de Stellavia, non? C'est ça? Je vois que vous êtes bien renseigné, absolument. Ah. Stellaria, très très belle société. Stellaria, c'est ça, Stellaria, oui. Stellaria, et société par le CEA, mini-réacteur nucléaire de 4e génération, technologie des sels fondus. Donc, ça fait partie de cette nouvelle révolution nucléaire à laquelle on croit beaucoup. Il y a eu la première, bien sûr, nucléaire dans les années 70, mais maintenant, c'est la seconde. Et la seconde, ce sont notamment des mini-réacteurs qu'on pourra placer dans des usines, typiquement des usines Céveso 2, qui sont déjà sécurisées, et qui pourront produire à la fois électricité et chaleur industrielle pour toute la zone alentour. Donc, c'est voilà, une révolution très importante. On se garde quelques minutes pour les questions aussi. Oui, absolument. Oui. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu deux, trois questions, donc je n'ai pas trop compris, entre guillemets. Bon, il y a Alexandre qui en a posé tout à l'heure. Et vous avez aussi investi dans des entreprises qui reconditionnent les batteries, non, aussi, je pense? Oui, tout à fait. Alors, donc là, vous avez en effet ce qui nous semble être les secteurs d'avenir, le nouveau nucléaire, l'hydrogène, le stockage énergie, notamment l'amélioration du cycle de vie de la batterie. Et en effet, c'est le point que vous mentionniez. La capacité à recycler des cellules de batterie. Quand une batterie est morte, en fait, il y a par exemple 7 cellules sur 10 qui sont encore en bonne santé. Il convient de les extraire, de les repérer et de les reconditionner. Ça, c'est absolument génial. Et c'est là-dedans qu'on investit. Et puis l'efficacité énergétique, parce que s'il y a beaucoup plus d'électricité, il faudra qu'elle soit transportée de manière efficace. Donc, voilà les cas verticales intéressantes. Et puis enfin, dans le domaine de la santé, donc là, nous avons un partenariat fantastique avec Sorbonne Université. Oui. La Sorbonne, mais aussi l'Institut de la Vision, l'Institut de la Moelle épinière du cerveau, tous ces extraordinaires instituts académiques ont des laboratoires qui leur apportent et qui génèrent autour de leurs étudiants et de leur capacité de recherche la création de nouvelles sociétés. Et ces sociétés, elles vont être, par exemple, dans l'intelligence artificielle au service de la santé, dans des dispositifs médicaux, des dispositifs de diagnostic, dans de la biotech, donc on va dire des procédés très innovants. Et là, nous avons donc désormais cette position pour financer les startups issues de la Sorbonne. Et nous venons d'en financer une extrêmement intéressante qui s'appelle Polygone Therapeutics. Voilà, et dont l'objet est d'aider au traitement des maladies cardiovasculaires, et en particulier donc des quelques semaines qui suivent ou quelques mois qui suivent un AVC auquel on a survécu, mais quelques mois au sein desquels on a encore en fait un risque de récidive, et on lutte spécifiquement contre la récidive avec des méthodes qui n'ont jamais été trouvées jusqu'alors, et donc avec potentiellement un impact considérable. Voilà. En fait, vous êtes un petit peu intermédiaire entre les startups et puis donc qui proposent de nouveaux outils, et puis par exemple donc tout ce qui est biotech, comme je sais pas moi, NFL Biosciences et d'autres, etc., quoi. Tout à fait. En fait, ces startups, elles ont besoin de capital pour se développer. Et nous sommes là pour leur apporter de façon avec beaucoup de discernement, parce que des startups, il y en a beaucoup. Donc, vous pourriez demander quelles sont les qualités qu'on revendique. C'est celle du discernement, parce qu'on a des équipes extrêmement spécialisées et donc qui savent repérer très tôt les sociétés. Et ensuite, prendre position pour potentiellement s'y déployer plus tard. Et par ailleurs, leur apporter d'autres investisseurs pour les aider à accélérer leur développement dès que c'est nécessaire. C'est ça ce qu'on demande à des gens comme nous, en fait. Discernement et capital. D'accord. Alors maintenant, pratiquement, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Vous créez des fonds communs de placement, comment ça se passe? Pratiquement, on crée des fonds. Donation, géodésique ou expansion, c'est quoi? Des FCPI? C'est quoi? Alors, tout à fait. Ce sont soit des FPCI, donc le fonds FPCI, pardon, oui. Professionnel de capital investissement, soit des SCD, donc dérivé de la Société de libre partenariat, qui est l'équivalent, mais avec une petite
spécificité juridique. Mais donc, ce sont des fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement, nous les gérons. Et donc, nous, notre objet, c'est de lever ces fonds et de les placer au mieux. Et donc, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Vous voyez que nous sommes actuellement dans un effort crucial de levée de fonds vers la cible du milliard d'euros que nous confirmons, cette cible que nous avons annoncée à la bourse, qui est absolument essentielle. Et donc, vous avez là la mutation extrêmement intéressante d'Audacia, qui a toujours financé les entrepreneurs, initialement les PME, c'est la couleur orange, et puis peu à peu, cette mutation vers des entrepreneurs d'un genre nouveau, c'est-à-dire les entrepreneurs de start-up, des entrepreneurs de la tech et qui plus est de la deep tech, avec les premiers succès d'ampleur autour notamment du quantique, le passage du point d'équilibre où la deep tech devient plus de la moitié de nos activités, c'était en 2022, j'allais dire l'an dernier, mais nous sommes déjà en 2024, les nouveaux efforts de levée très forts de l'an dernier qui ont abouti notamment à l'événement qu'a mentionné Charles sur le Fonds européen d'investissement qui nous met 60 millions d'euros pour financer le spatial, et puis l'accélération que nous vivons actuellement afin de viser un nouveau modèle industriel qui sera le modèle de 2025 où nous aurons trouvé l'équivalent de ce que nous avions trouvé sur la PME, mais désormais sur la deep tech. Donc un modèle industriel avec une très forte puissance, vous voyez, en bleu ciel de cantonation, mais aussi des autres verticales du capital innovation. Et pour autant, nous n'abandonnons pas les efforts sur nos métiers historiques, du capital immobilier, du capital développement, qui ne baissent pas, qui croissent ou se maintiennent, croissent même dans le cadre immobilier. Mais donc, voilà, c'est ça vraiment notre objectif en fait. Ouais, j'ai cru lire que votre objectif en 2025, c'était d'avoir 1 milliard d'actifs gérés, c'est ça? Exactement. Vous voyez, si vous prenez le 590 et que vous faites x2, vous tombez à peu près sur 2023-2025, sur le milliard. Okay. Alors, j'ai deux petites questions. Une de la part de Bernard, il me dit, voilà, l'investissement dans vos fonds, ils sont dans quelle échéance? Parce que vu qu'il a un certain âge, il sera peut-être plus là, vous voyez. Alors, comment ça se passe? Deuxième question, comme ça vous laisse le temps de savoir qui va répondre. C'est Marin qui dit, dans quelle mesure apportez-vous une structure ou des conseils aux startups de vos portefeuilles? Est-ce que vous intervenez de manière opérationnelle ou pas? Voilà, deux questions. Super, extra. Écoutez, ces deux questions. Alors, Bernard, bravo pour votre question parce que vous mettez le doigt sur un phénomène qui est en très forte croissance actuellement, qui est le phénomène du secondaire dans le capital risque. Parce qu'en effet, les fonds sont des fonds, comme tous les fonds de capital risque, qui sont des fonds de 10 ans. C'est des fonds ouverts ou des fonds fermés? Ce sont des fonds fermés, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont ouverts tant qu'il faut les remplir. Et puis, à un moment donné, ils sont remplis. À ce moment-là, ils deviennent fermés. On les investit. Au fur et à mesure qu'on fait les bonnes affaires, on les désinvestit. On rend l'argent aux investisseurs. On essaie de leur rendre 3 fois la mise. Mais ça prend quand même 10 et parfois 11-12 ans pour la queue du fonds. Et c'est la raison pour laquelle le point de Bernard est très pertinent parce qu'en effet, comme c'est très long, il y a un phénomène de secondaire qui est en train de se créer. C'est-à-dire vous avez des gens qui sont prêts à vous acheter vos parts de fonds, par exemple, au bout de 4-5 ans, 4 ans, par exemple. D'accord. Et voilà. Et au bout de 4 ans, eh bien, il vous dit, voilà, le fonds aujourd'hui, j'y ai mis 100, il vaut 250. Et la personne vous dit, OK, moi, je vous l'achète plutôt 220 quand même parce que j'aimerais garder une petite marge. Et vous dites, j'ai mis 100, je récupère 220, c'est quand même pas si mal que ça. Et la personne, c'est du gré à gré, quoi. Vous êtes intermédiaire, du coup. Et nous allons bientôt vous proposer comment organiser ce gré à gré. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est accessible qu'à des professionnels, en fait. Mais peu à peu, c'est accessible au grand public. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça va venir dans peu de temps, en fait. Donc, Bernard, il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien investir dans le fonds. Et puis, à un moment donné, voilà, donc il y a Audacia qui fait un peu l'interface entre acheteurs et vendeurs. Ouais, Christian, on peut aussi quand même mentionner le fait que quand on souscrit dans un fonds, en fait, le fonds n'est pas investi tout d'un coup. On a une période de 4 à 5 ans pour l'investir. Donc, les fonds sont appelés au fur et à mesure, 20 à 30% d'engagement chaque année. Et de la même façon, quand on cède une société, on retourne l'argent à nos investisseurs. Donc, en fait, c'est pareil, le retour, il est graduel avec l'objectif d'avoir rendu le dernier euro au bout des 10 ans. Mais peut-être qu'au bout de 5 ans ou 6 ans, on aura commencé à céder des sociétés et à restituer l'argent aux investisseurs. D'accord, ok. Donc maintenant, pour Marin, dans quelle mesure apportez-vous, est-ce que vous intervenez de manière opérationnelle dans… On peut mentionner qu'on n'est pas opérationnel, on n'est pas salarié dans les sociétés, néanmoins, on est très très proche des sociétés et en ce qui nous concerne, Cantonation, on est membre des conseils d'administration de 90% des sociétés dans lesquelles on investit et à l'entrée, on négocie un certain nombre de droits sur le contrôle du budget, on a des droits de veto sur le contrôle du budget, sur des opérations
d'acquisition, de fusion, etc. Donc, même si c'est pas nous qui dirigeons la société au quotidien, on a un droit de regard sur ce qui est fait avec l'argent que l'on investit. D'accord. Il y a Jacqueline qui demande, est-ce qu'on peut consulter la performance des fonds en cours ou pas? Ah bah oui, tout à fait, absolument. Je veux dire, c'est tous les trimestres, les souscripteurs reçoivent la performance. Ouais. Je ne pense pas qu'elle soit publique sur le site. Est-ce qu'elle est, elle est publiée, pas publiée? Sinon, à tous les investisseurs. Nous, sur nos comptes, nous, on publie des comptes semestriels chez Audacia. Et donc, on donne l'information sur la performance des fonds qui sont gérés par les équipes du groupe. C'est vrai qu'on pourrait le faire de façon plus fréquente, hein. Mais oui, c'est un bon point. On peut améliorer. Sinon, Jacqueline, je vous invite à aller sur le site d'Audacia, vous posez une petite question et puis, voilà. Mais bon, oui, normalement, dans les rapports annuels, il doit y avoir quand même. Ouais. Notre intérêt, hein, parce que cette performance, on a envie de la partager. Alors, je vais vous poser la question. Franco, elle demande, est-ce qu'il y a un ticket minimum? Alors, dans les fonds, les tickets minimum, c'est 100 000 € parce que ce sont des fonds professionnels, y compris les feeders que nous organisons. En revanche, chez Audacia, il n'y a pas de ticket minimum. Hein. La société est cotée en bourse sur Euronext et c'est un moyen indirectement, du coup, de participer. Oui, d'être exposé à toutes ces thématiques de fonds spécialisés. Voilà. En un seul clic, vous pouvez avoir tous les fonds qui met sous la main. Au lieu d'aller directement dans un fonds, en fait. C'est ça. Sur les meilleures plateformes de bourse direct. Voilà, c'est ça. En plus. Non, mais voilà, c'est ça, en fait. C'est vrai, vous mettez, donc, le ticket, c'est 100 000 € pour aller dans tel ou tel fonds. Sinon, c'est vrai, comme de toute façon, la société est cote, il suffit simplement d'acheter les actions et vous avez accès, à tous les fonds indirectement. Oui, parce que elle consolide toutes ces thématiques, toutes ces équipes. Elle a parfois du carry d'interest, c'est-à-dire des commissions de performance sur ces fonds. Donc, ses revenus et ses profits sont liés au développement de ces fonds. Donc, c'est un moyen. D'accord. OK. Alors, je veux voir s'il y a d'autres questions ou pas. Parce que je vois que le temps tourne. Hein. C'est vrai, ça va vite. En attendant peut-être d'autres questions, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du troisième métier, un petit peu le co-living en attendant peut-être qu'il y ait d'autres questions, parce que j'ai vu que il y a une partie qui était en 2019, après maintenant il y a le Grand Paris, il y a tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Alors le co-living, c'est une révolution très intéressante. On s'est tous plus ou moins dans notre jeunesse partagé des appartements entre copains. Oui. La colocation, je crois qu'on a tous connu ça. On a tous connu ça. Mais aujourd'hui, c'est plus pratique parce qu'il y a des sociétés qui construisent des immeubles qui sont prévus pour la colocation. C'est-à-dire qu'ils sont conçus, architecturés de la sorte, avec par exemple une salle de sport en commun, avec par exemple une laverie en commun, un petit restaurant au rez-de-chaussée, et puis par exemple une salle de bain par chambre, et enfin une bonne insonorisation, et puis des matériaux qui résistent au fait que les locataires changent souvent. Et ça, c'est ça qui est nouveau. On a toujours partagé des immeubles, des appartements, mais que les immeubles aient été conçus pour ça, c'est nouveau. Et donc c'est ça le co-living, c'est la colocation organisée. Et Audacia a fait partie des tout premiers. C'était, je pense, encore une bonne idée qu'a eu Charles à l'époque, à s'intéresser au co-living et à investir d'une part dans un opérateur de co-living qui se développe très fort, dont la taille double tous les ans, figurez-vous, et qui aujourd'hui a signé la bagatelle de 2000 clés, ce qu'on appelle clés, donc en fait 2000 chambres, et qui en exploite déjà 100. Qui s'appelle Cherise, et par ailleurs des bâtiments. Et alors ces bâtiments, on en a dans différents endroits. Dans le cœur des villes, ça marche très très fort parce que les gens ont très envie de se loger. Et puis dans les périphéries, ça marche aussi très bien parce que ça offre une possibilité, on va dire, compétitive pour des jeunes actifs qui ne sont pas encore en couple, qui sont seuls, qui sont contents de partager un appartement, de se loger. Voilà. Et donc, nos clients, ils ont 27, 28, 29 ans, on va dire, en moyenne. Hein. Et c'est l'âge où on a suffisamment de moyens pour ne plus être chez ses parents, mais typiquement, on est colocataire. Et donc ça, c'est moins technologique, mais ça aussi, ça a une pente de croissance d'à peu près 100%. Ça double tous les ans à peu près. C'est en très, très forte croissance, ce secteur.
Et il y a il y a autre chose, il me semble qu'il y avait des fonds aussi, l'évaluation 1, Constellation de l'Enfant, je sais pas quoi. Donc, justement, sur le Grand Paris, non? Il y a des résidences à Massy, tout ça, non? Oui, oui, ouais, très juste. Alors, nos actifs qui sont dans les fonds, en effet, élévation, sont situés pour partie dans le sud de Paris, à Vanves, Ouais. mais aussi à Massy, non loin. Massy, oui, je suis pas allé, il y a plein de... Un très joli petit village, enfin petit hameau, ancienne ferme qui a été transformée, qui a ouvert il y a 3 semaines seulement, qui est déjà pleine, figurez-vous, c'était plein aussitôt. Il faut savoir qu'en fait, même s'il y a une forme de crise immobilière, il n'y a pas du tout de crise de la demande de logement. Au contraire, bien au contraire. Et en fait, ce genre d'actif n'est pas assis sur l'immobilier au sens large, il est assis sur la demande locative. C'est différent. La demande locative n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Elle est même encore plus forte du fait qu'il y a eu une crise immobilière et du fait qu'on est moins construit. Donc la demande locative est plus forte que jamais. Et donc les taux d'intérêt sont élevés, donc du coup c'est un peu plus compliqué pour accéder à acheter un appartement en Occident. Donc c'est vrai que peut-être que les locations sont peut-être plus accessibles. Disons qu'aujourd'hui, proposer une solution accessible pour des jeunes, mais même qualitative, et qui leur permet de se loger très facilement, en un clic, ils se logent en quelques heures, le bail est signé. C'est complètement révolutionnaire. La clé qu'on leur donne est une clé digitale, c'est une clé sur leur téléphone qui leur permet d'ouvrir la porte, et le bail est signé à distance. Donc en réalité, la méthode qu'on a connue tous avec une agence immobilière, c'est complètement passé ça. Donc en un clic, le client quitte sa chambre. Et de l'autre côté, l'investisseur, lui, il est relativement sécurisé parce que finalement, son investissement est assis sur la demande locative et donc il a su retrouver un débouché. Alors, juste pour répondre à Jacqueline, on investit directement dans la société ou on acquiert un appartement? Comment ça se passe? Ah, très bon point. Alors là aussi, nous avons des fonds professionnels, mais à nouveau avec le minimum de 100 000 €. Avec un ticket d'entrée? Exactement. Oui, parce que si vous voulez… Là, on vous parle de stratégies d'investissement qui sont très pointues, en fait. Et résultats, elles sont proposées, en fait, aux professionnels. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Audacia concentre ces stratégies très pointues pour le grand public par le biais de sa cotation. C'est toute l'idée. C'est tout ce qu'on cherche à vous dire aujourd'hui. Et donc, là, vous voyez, vous avez une idée sur ce graphique de l'importance que ça a pour nous. Une importance non négligeable. Alors juste peut-être dire un petit mot. Vous avez un genre de monopole ou il y a que ce soit dans le quantique, dans l'aérien, dans la santé, dans le co-living, il y a peut-être quand même des concurrents, non? Comment ça se passe? Je veux bien prendre celle-là. Donc, écoutez, dans le quantique, je pense qu'on est en monopole. On est devenu d'accord. Donc ça, leader mondial du domaine. Dans le co-living, sûrement, par contre, non? Sur le co-living, il y a d'autres acteurs. Oui, il y a d'autres acteurs. Dans les 3 leaders en France. Sur le financement des PME, ne l'oublions pas, c'est notre métier historique. On continue et on bénéficie d'une très bonne image de marque et on a toujours un très bon deal flow d'entrepreneurs et de PME. Parce que on a financé quand même 330 PME, dont 40 sont devenus des ETI, et ça continue. Ouais. Après, sur le spatial, on est en train de devenir le leader européen. Il y a un Allemand aussi, mais on est parmi les leaders. Donc, c'est pas monopole, c'est duopole. Okay. Et puis, sur l'énergie, là, je crois qu'il n'y a que nous à financer ainsi toute la transition énergétique par la deep tech, avec ce focus sur le nouveau nucléaire. Il n'y a pas d'autres fonds. Ouais, sur le renouveau nucléaire, c'est très pointu. C'est très pointu et les Français ont quand même de la compétence à revendre. Et sur la Sorbonne Venture, donc là, qui est concentré sur les sciences de la vie. On n'est pas les seuls sur les sciences de la vie, mais il se trouve que Sorbonne s'appuie sur la Pitié-Salpêtrière, qui est un des tout premiers hôpitaux universitaires mondiaux. Et donc, ça permet aux pépites qui sont issues de cet écosystème de pouvoir mettre en pratique très rapidement leurs innovations technologiques. OK. Bon, je vois que le temps passe vite. Il y a une dernière question. On va terminer là-dessus. Bon, l'action a été introduite à 6,75. On est à 4,20 à peu près aujourd'hui, un peu autour.
Est-ce que, pour répondre à Philippe, on a espoir de renouer un petit peu avec les bénéfices ou il va peut-être revoir? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu? Même si la bourse, c'est simplement la rencontre entre l'offre et la demande, des fois ça baisse, on ne sait pas pourquoi, et des fois ça monte, on ne sait pas pourquoi non plus. Mais est-ce que vous avez un petit, un petit message à faire passer à Philippe et puis aux autres internautes, tout simplement? Alors, en effet, il y a eu depuis quelques semaines, en effet, une petite correction sur le titre. C'est aussi, je pense, la preuve de la nécessité de tous les efforts de pédagogie que nous faisons pour mieux expliquer ce que nous faisons, parce que ce que nous faisons est tout de même finalement très pointu, très à la marge, donc il faut prendre le temps de l'expliquer, c'est un point important. Le deuxième point, et vous le voyez très bien sur ce graphique, c'est que ce que nous faisons, c'est notamment d'opérer un virage stratégique important. Et ce virage, il est en train d'accélérer en ce moment. Cette accélération est encore peu connue, mais elle est bien réelle. Et l'avènement du FEI sur la partie spatiale est bien réel aussi. Et c'est pour nous un tournant assez fondamental. Nous continuons nos efforts de levée. Nous ne sommes pas au bout de nos annonces de levée sur toute l'année qui vient. Donc ça, c'est très bien. Et puis enfin, le dernier point, il y a pour nous, évidemment, ce cours, c'est un sujet de préoccupation majeure. En tout cas, c'est un sujet d'alignement d'intérêts entre nous, puisque nous sommes, en particulier Charles, évidemment, qui est le fondateur, mais nous aussi, les dirigeants de l'équipe, fortement impliqués, j'ai envie de dire capitalistiquement. Et donc, nous avons tous la même envie du développement positif de cette action, et c'est pour ça qu'on travaille. Par ailleurs, le contrat de liquidité, c'est un peu technique, mais Christian, c'est des sujets que vous connaissez par cœur, a été réaugmenté récemment. Justement, on s'est rendu compte qu'il était un tout petit peu sous-dimensionné, et c'est une explication technique, un petit peu anecdotique, mais tout de même réelle, qui explique notamment la chute de la dernière semaine. Ok, bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Il me semble que parmi l'équipe de gestion, il y a un des cofondateurs, ou sinon, c'est Giuseppe San Giovanni, non? Oui. Hein, du fonds Exergon, le fonds dédié voilà. Mais là, bon, vous voyez, on ne pouvait pas non plus être trop nombreux à vous parler, sinon ça aurait été… Il y avait un risque oui, non, mais j'imagine, mais bon. Ok, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour les internautes qui sont encore là, donc je vous rappelle que Audacia, donc ça cote sur Euronext Growth, le mnémonique c'est ALAUD, voilà, comme le début de Audacia. C'est éligible au PEA et au PEA PME. Peut-être un jour un changement de marché, on ne sait pas? Non? Pourquoi pas? Là, on pourrait tenter le compartiment C, bien sûr, d'Euronext. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on est bien sur ce marché voilà. Il est tout à fait possible d'avoir une belle liquidité. Mais oui, non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Après, il y a d'autres étapes avant, par exemple SRD Long Only, des trucs comme ça qui permettraient, c'est vrai, aux gens d'acheter les actions aussi. Voilà, en SRD notamment. Alors, apparemment, le prochain événement, c'est le 27 février, c'est ça? Chiffre d'affaires annuel 2023? Oui, tout à fait. Voilà, et les résultats annuels auront lieu le 23 avril. Oui, absolument. C'est les deux dates. Voilà. Et puis le premier semestre, ce sera le 23 juillet, si j'ai bien regardé. C'est toujours un plaisir, et puis de voir l'évolution de l'entreprise, des projets. On voit bien à l'écran les différents changements à venir, du moins là où vous allez mettre un petit peu l'accent. Ça se voit sur ces schémas. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, puis peut-être une prochaine fois pour la présentation du chiffre d'affaires ou des résultats. Absolument. À très bientôt, Christian. Merci beaucoup. Allez, au revoir tout le monde et merci d'avoir pris du temps. Au revoir.